Alors, bon après-midi. Alors, le micro fonctionne merveilleusement. Alors, mon nom est Evelyne Gagnon. Je suis professeure de poésie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, si vous aimez la poésie, vous écrivez de la poésie, venez me voir. J'ai le bonheur d'animer cette table ronde intitulée « Habiter l'écosystème éditorial, le rôle des revues ». On sait que pour surtout les futurs écrivaines, hein, l'écosystème des revues est primordial. C'est là où on fait ses premiers essais. C'est là où on se lance dans le vide souvent et on a nos premières publications. Donc, c'est un écosystème déterminant dans la carrière de plusieurs écrivains et écrivaines. Et nous avons participé à cette merveilleuse table ronde. Trois femmes puissantes qui sont très impliquées dans le milieu littéraire et culturel que je vais vous présenter et qui vont participer à cette discussion autour de l'importance des revues littéraires. Donc, tout d'abord, à ma gauche ici, nous avons la pimpante Diane Rénéral qui a publié 12 livres de poésie, donc notamment au droit, entre autres un titre très important, Elle voudrait l'ailleurs encore, qui a remporté le Grand Prix québécois du Festival international de la poésie de Trois-Rivières 2024. Voilà. À l'Atelier des Noyers, elle a aussi travaillé à des recueils en collaboration avec des artistes visuels, notamment Échographie, qui a été sélectionnée au prix Malamé 2024, Cœur Orange. Elle a travaillé aussi à de nombreux projets collectifs, des anthologies, des livres d'artistes. Ces textes sont traduits en plusieurs langues, allemand, anglais, catalan, espagnol, italien. Elle est membre du comité Femmes PEN Québec et du Parlement des écrivaines francophones de l'Académie des lettres du Québec. Et elle participe donc à cet écosystème littéraire, des revues, notamment au dernier numéro de la revue Le Savoir, que Anne-Marie ici tient élégamment entre ses doigts, et dont elle va nous reparler puisqu'elle est directrice littéraire de cette magnifique revue qui est basée en Mauricie mais qui a un rayonnement très très vaste et qui nous propose de superbes numéros. Donc elle va nous parler un peu de cette revue dont c'est à l'initiative du Savoir que nous sommes ici d'ailleurs aujourd'hui. Alors, je vous présente ici, au centre, Valérie Forgue, qui écrit de la poésie, des romans, de la non-fiction et des critiques. Elle est directrice littéraire chez Le Lézard Amoureux, magnifique maison d'édition, que je vous invite à visiter. Vous êtes ici, hein, Lézard Amoureux? Je pense que quel kiosque? Je peux pas dire. C'est le même. C'est le kiosque de poésie. 77. Elle collabore à la revue Le Savoir et elle travaille en bibliothèque. Elle s'intéresse au récit de soi, au deuil, à l'intime et à la mémoire et aux liens qui unissent la danse contemporaine et la poésie. Elle a dirigé en 2023 un collectif intitulé Chambre forte chez Ama et a fait paraître le récit Un choix d'amour chez Triptyque. Et au printemps 2026, je vous l'annonce en primeur, elle fera paraître à la Napoule. Non, ça c'est une autre chose. Elle fera paraître le récit. C'est ça, hein? Non, je serai autrice en résidence. OK, elle sera autrice en résidence. Je m'excuse, c'est tellement petit sur cette feuille. Et puis, j'ai des nouveaux foyers, j'ai du mal à faire plus. Le temps passe. Hein. Mais depuis pas longtemps, on emploie aussi des lunettes avec double foyer. Oui. Une fois que tu es bien ajusté, ça change la vie. Oui, c'est ça. C'est l'ajustement qui fait que je saute les filles. Et ça sera où la résidence? À la Napoule, dans le sud de la Fondation en France. Ça, ça a l'air extraordinaire. Ah, c'est... D'accord. Je vous présente Anne-Marie Duquette, directrice littéraire à la revue Le Savoir. Elle est chargée de cours à l'UQTR, docteur en littérature notamment. Docteur en littérature, elle s'intéresse à la création sous tous ses angles. Ses recherches portent sur les limites de la création littéraire à partir de cas qui ont fait procès. Et sa pratique porte plutôt sur les possibles de la création, notamment en imaginant des vies marginales. Elle est l'autrice du roman Les fleurs sauvages, nom de sauvage que le nom, paru chez XYZ en 2023, qui a remporté le prix Création volet littérature de Culture Mauricie. Et elle fera paraître, c'est ça la primaire, elle fera paraître
spectacle au printemps, je vous l'annonce. Il ne faut pas de si petites mains pour allumer la lumière chez XYZ. Donc, à noter à votre calendrier. Je mentionne aussi la présence ici de Caroline Saint-Amand, qui est adjointe à la direction de la revue Le Savoir et qui vient de soutenir sa thèse de doctorat vendredi, nouvellement docteur. On l'applaudit pour la féliciter, c'est un grand achèvement. Alors, je vais d'abord passer la parole à Anne-Marie qui va nous présenter en fait Le Savoir rapidement, puis ensuite on va vraiment plonger dans le vif du sujet. Merci Evelyne. Donc, ça a été mentionné, c'est à l'initiative du Savoir qu'on est réunis et je suis extrêmement heureuse et honorée que les deux femmes à mes côtés aient accepté cette discussion-ci. Je suis très excitée qu'on puisse se rencontrer autour du travail en revue, qui est quand même assez méconnu, même si plusieurs auteurs-autrices passent par là, comme on l'a mentionné. Donc, le Savoir, qu'est-ce que c'est? C'est une revue de création qui allie création visuelle et création littéraire. Donc, on reçoit des propositions des deux côtés et c'est nous, l'équipe de la revue, qui faisons les alliances de sorte à éclairer un petit peu différemment chacune des œuvres, à la fois littéraires et visuelles. Donc, on parvient à articuler autour d'un thème commun. Ici, dans ce numéro-ci, c'était le thème échafaudage, donc le 132 paru en février dernier. Donc, on articule tout un imaginaire, un univers créatif. Et nous, c'est là qu'on puise notre grand plaisir donc, dans cette articulation-là, parce que les thèmes sont toujours interprétés de façon très différente en littérature versus en art visuel. Et donc, c'est toujours très stimulant, créativement, de voir la rencontre de ces approches d'une même notion. Donc, si vous pratiquez la création, si vous vous intéressez à la création, je vous encourage vivement à vous abonner à une revue de votre choix. Celle du Savoir est un très bon choix et donc qui amène vraiment, qui suscite en fait l'intérêt pour la création. Merci Anne-Marie pour cette présentation éclair. Très efficace et très éclairante, par ailleurs. Alors, j'aimerais commencer en vous demandant, justement, Anne-Marie mentionnait cette idée là, d'exploration. La revue en soi, justement, souvent nous présente une thématique, puis devient une espèce de territoire d'exploration pour les auteurs-autrices qui vont proposer un texte, pour les artistes, dans le cas du Savoir visuel, qui vont aussi développer une œuvre qui correspond à ces thématiques-là. Et donc, j'aimerais vous demander qu'est-ce que la revue permet dans l'exploration? Comment elle nourrit la pratique créatrice à votre avis? Et j'adresserai la question tout d'abord à Diane. Moi, ce que je trouve merveilleux dans le fait d'avoir une contrainte, parce que bon, on peut envoyer un texte à une revue quand il n'y a pas de thématique en particulier. Puis là, ben, c'est comme, on ne sait pas ce qui va se produire. Mais quand il y a une thématique, on est pris avec cette contrainte-là. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui, au contraire, vont penser que ça leur donne une forme de liberté parce qu'ils doivent jouer avec cette thématique-là. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, tant au niveau du contenu que de la forme. Alors, je pense que tant pour de jeunes auteurs que de plus vieilles, comme moi, je trouve que c'est quelque chose, c'est un challenge qui est vraiment extrêmement riche et qui permet aussi justement de sortir de certaines zones de confort dans l'écriture, dans l'écriture ici, dans ce qui me concerne. En art visuel, je pense que c'est la même chose, mais ça permet justement d'aller jouer. Et ce jeu-là crée vraiment, développe un imaginaire aussi. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important que dans l'écriture, on soit en mesure de dépasser quelque chose de l'ordre de la contrainte pour aller plus loin encore dans l'espace de l'imaginaire, du rêve, de l'espace sociologique et politique aussi, politique. Voilà. Je dirais ça pour l'instant. Merci Diane. Et vous, dans votre pratique? En fait, il y a un mot que tu viens de dire, Diane, que je vais reprendre. Tu as parlé de challenge. Et de ça, je trouve que la revue permet la prise de risque, c'est-à-dire, oui, la thématique, oui, ça peut être contraignant, mais comment aller plus loin, puis qu'est-ce qu'on peut explorer, comment on peut sortir de notre propre pratique, aller ailleurs. Puis tu sais, moi, je fais partie du comité de lecture au Savoir, puis c'est souvent ça qu'on va remarquer aussi, c'est quand on a une certaine thématique, il y a beaucoup de textes qui vont avoir des
des angles semblables, on va dire, mais c'est ceux qui sont allés ailleurs, justement, qu'on va remarquer, ceux qui ont pris le risque, la prise de risque aussi, souvent pour des jeunes auteurs, de dire « Ok, je tente ma chance, j'envoie quelque chose ». C'est déjà quelque chose, envoyer un texte en revue, même si le texte n'est pas retenu parfois, ben, juste d'avoir fait le pas, c'est un risque, puis c'est souvent une étape super importante pour les personnes qui sont en début de parcours. Je dirais même que si on n'est pas sélectionné, ça permet quand même à un texte de pouvoir être mûri par la suite. Parce que, en tout cas, à moins d'être une personne qui lâche facilement, quand on a envie vraiment de poursuivre, qu'on tient à ce qu'on a fait, mais ça nous permet de le moduler autrement. Donc, et de l'envoyer à la même revue ou à une autre revue, peu importe. Ce que j'encourage toujours mes étudiants et étudiantes à faire, ne faut pas lâcher, à recommencer et à réitérer. Des fois, l'occasion d'écrire en revue, ça fait, pour certains auteurs, autrices, c'est comme le début d'un projet. Des fois, les gens vont dire « Ah, finalement, je ne pensais pas aller là, mais ce premier texte-là qui a été publié, qui a été lu, ça a ouvert quelque chose. Finalement, c'est le début d'un projet. Ou alors, ça fait un poème unique qui va vivre sa vie tranquille. Ouais. Je retiens vraiment la notion de défi et de jeu qui est présente. Puis Anne-Marie Duquette, en tant qu'autrice, vous avez une vision aussi de ces aspects-là. Mais en tant que directrice littéraire, vous participez aussi au choix des thématiques. J'aimerais vous poser la question en fait de deux façons que vous nous parliez de votre point de vue d'autrice, en fait, votre rapport à ce jeu et ce défi, mais aussi comme directrice littéraire, comment on choisit un thème. C'est vraiment difficile, d'autant plus qu'on est rendu à 132 thèmes au savoir, donc on essaie de faire le défi qui ne peut pas se répéter, ce qui n'est pas une mince affaire. Avant, j'aimerais juste revenir sur l'idée de la revue en général. J'ai envie de mettre un peu sur un pied d'égalité les revues de création comme le savoir et toutes les autres revues de sciences humaines ou autres. Moi, ce que je trouve formidable dans la revue, c'est que c'est un espace, on l'a dit, d'expérimentation, de développement de la réflexion, de la création. Puis on en a peu des espaces comme ceux-là, des lieux collectifs où plusieurs voix se réunissent, se rassemblent pour aborder un thème, un sujet. Pour moi, chaque revue, que ce soit donc, comme je le disais, une revue plus critique, plus axée sur l'information, ou que ce soit une revue de création, chaque revue, c'est une invitation à réfléchir, à écrire, à penser. Et ça, c'est peu courant. Et donc, quand on pose un thème, on réfléchit à ces choses-là. On essaie de trouver un thème. Nous, on est axé sur la création, donc on essaie de trouver un thème quand même relativement nouveau, qui va inviter les gens à réfléchir à certains aspects. On va donner aussi quelques orientations dans notre appel. Donc, par exemple, l'exemple qui est peut-être le plus clair, c'est celui de Foudre, auquel Valérie avait participé. Donc, on avait un appel qui était sous le thème Foudre, et on ne voulait pas être dans l'aspect destructeur de la foudre. On voulait vraiment aborder le côté créatif, l'éclair de génie, le coup de foudre. On voulait approcher cette fulgurance plutôt que l'idée de destruction. Donc, on essaie d'ouvrir ces portes-là aussi subtilement dans nos appels et ça fonctionne assez bien. De façon générale, la communauté répond bien à ces appels-là. Et donc, le défi pour nous, au savoir particulier, c'est de trouver des thèmes qui vont être inspirants pour les gens en littérature et les gens en art visuel. On sait que c'est deux domaines de création qui vivent un certain décalage. Par exemple, on voulait faire un numéro là, en 2022, je pense, autour du corps. Et là, la directrice artistique nous avait dit « Ah, mais c'est tellement en 2018, en art visuel, on ne peut pas faire ça. » Donc là, on avait habilement restructuré ça autour de la suture, comme geste du soin envers le corps. Donc, on essaie de créer des lieux de convergence. Mais c'est sûr qu'à chaque fois, on a des surprises. Il y a toujours une dominante, soit en art visuel, soit en littérature, qu'on le veuille ou non. Mais ça crée toujours des situations intéressantes puis des discussions intéressantes. Oui, quand on a une revue qui perdure, comme le savoir, on s'inscrit aussi dans la durée. Et donc, tous ces thèmes précédents, ils existent. Et là, vous aussi, vous avez à vous renouveler d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Puis une façon qui nous aide aussi, c'est de penser en termes de cycle. Donc là, surtout pour les derniers numéros, nous, on a comme une vision, mais ça, c'est vraiment notre vision à l'interne. Mais on a eu 40 ans, donc la revue a eu 40 ans en 2023. Et on voulait... À partir de nos 40 ans, on s'est dit,
Donc, qu'est-ce qui vient après? Dans quoi on souhaite se lancer? Et donc, on a prévu des séries de thèmes. Donc, la première année, après, c'était... en fait, on voulait faire des thèmes sur la création, sur le processus de création. Donc, la première année, c'était l'émergence de l'idée, le fourmillement. Donc, on avait brouhaha, sororité, foudre. La deuxième année, on voulait être dans l'incubation, dans le travail du texte ou de la création. Donc, là, on avait SAS, Antichambre et Vivarium. Et là, on est dans l'année d'ériger l'œuvre, la mettre en forme. Donc, on a l'échafaudage. Le prochain qui va être sous conversion, sous le thème conversion. Et le troisième de l'année, l'appel est en cours, avis aux intéressés, qui est sous le thème suspension. Donc, on a ce rapport qui nous guide, ce rapport à l'œuvre, à la création qui nous guide dans nos thèmes là, sur plusieurs années. Ça nous aide aussi à avoir un mouvement qui nous amène. 40 ans, est-ce l'âge de la raison? On peut se le demander. C'est oui, Diane? Ce que j'allais dire par rapport à ce que tu dis, c'est que ben là, il y a une pensée architecturale, donc dans la nouvelle thématique, je ne sais pas, annuelle, bon. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que je dirais, comme moi, le texte que j'ai présenté, quand j'ai vu Échafaudage, c'est un texte que je voulais envoyer au sabbat, sans savoir la thématique. Mais quand j'ai vu la thématique, ça tu le sais pas, là je l'ai dit aujourd'hui, c'est que j'ai bougé mon texte en fonction de cette notion d'échafaudage. Et je trouvais ça très important et ce mouvement-là permettait au texte de lui donner une respiration différente. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la forme et le contenu sont vraiment fondamentaux. Ils nous permettent vraiment de s'ériger autrement, de bouger autrement et de donner une ampleur aussi qui permet cette prise de risque dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Ce que tu dis, en fait, c'est un exemple parfait aussi de comment la thématique, parce que vous en avez parlé, souvent on va dire « Oh, moi j'aime pas », on entend souvent ça, moi j'aime pas ça quand il y a un thème ou une contrainte, mais c'est un exemple parfait, je trouve, de à quel point, au contraire, ça ouvre des portes, c'est un espace de liberté à s'approprier, c'est comme, tu as joué avec ton texte, tu l'as bougé, tu l'as transformé. On parle de ce rapport-là à la thématique, du fait que justement ça renouvelle la créativité, mais on voit qu'il y a un dialogue en fait de la posture du créateur avec le thème. La revue, c'est aussi un lieu de dialogue entre les disciplines. J'aimerais vous entendre sur votre vision en fait de ce que la revue permet comme dialogue entre les disciplines, dialogue entre les points de vue, les postures aussi, si c'est une revue, disons, en semaine, comme l'a évoqué Anne-Marie. Et dans la création, on arrive ici avec un dialogue aussi, si c'est une revue où il n'y a pas d'art visuel, où on est dans un dialogue entre différentes visions d'un thème ou d'un enjeu. Comment cet espace-là est généré, cet espace de dialogue-là est généré, comment vous voyez spécifiquement? En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est toujours pluridisciplinaire dans sa pensée. Tout à l'heure, Valérie, était question du rapport à la danse et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse aussi, concrètement, mon dernier texte, moi, a été lié à une exposition que j'avais vue à la Galerie d'Art du Parc, donc ici, à Trois-Rivières. Et j'avais été fascinée par l'installation d'Estela Lopez Solis, qui est une Mexicaine québécoise. Et puis donc, j'ai écrit là-dessus. Et puis bon, le temps a déposé mon texte et puis j'ai poursuivi. Et je trouve que cette relation-là, donc, permet justement aussi de sortir de soi. Parce que oui, le rapport à l'intime dont on parlait tout à l'heure, moi je pense qu'il est essentiel, mais il est essentiel dans un engagement. Et l'engagement, pour moi, c'est d'aller vraiment vers l'autre, d'aller vraiment vers d'autres disciplines. Donc, ça peut être musique, théâtre, art visuel et danse. Et donc, ça vient vraiment ouvrir le langage des mots. Parce qu'on travaille avec une matière qu'on pourrait penser limitatrice d'une certaine façon. Mais non, si on arrive à vraiment l'explorer, à l'éclater et tout ça, ça nous permet de pouvoir donner au texte une richesse inattendue. Il y a de l'inattendu qui est vraiment très intéressant,
Puis je vais juste finir une affaire qui est concernant la revue et l'ensemble des textes et des œuvres qui sont là, qui viennent créer vraiment une polyphonie de voix diverses et qui permet aussi de faire se rencontrer l'ensemble des textes. Et ça, c'est vraiment absolument fabuleux. Et c'est fabuleux pour les lectrices, lecteurs aussi, pas seulement pour les créateurs et créatrices. Vous, Valérie, qui vous intéressez beaucoup au dialogue des disciplines, comment la revue, selon vous, devient un espace privilégié pour ces dialogues interdisciplinaires ou des multiplications des points de vue créateurs sur un objet? Je sais pas trop, en fait, pendant que ça parlait, j'étais comme, oh mon Dieu, pour moi, tu sais, la revue en général, c'est ça, quand au moment d'envoyer un texte en revue, surtout si c'est un thème, c'est sûr qu'il y a un moment de questionnement, savoir qu'est-ce qui peut ouvrir des portes, qu'est-ce qui va ouvrir des portes en moi. Est-ce que c'est une autre œuvre? Est-ce que c'est un autre texte, un vers d'un autre poème, une pièce de danse, une œuvre d'art? À partir de ce moment-là, ben, les choses se mettent en marche tranquillement. On l'a dit, c'est vraiment un incubateur, un espace de grande vivacité, de grande liberté. Ouais, voilà. Mais sinon, moi, je serais curieuse d'entendre Anne-Marie, parce que le jumelage, tu sais, le savoir, c'est la revue Création littéraire et art visuel. Cette portion de jumelage, nous, on la voit pas quand on travaille sur le côté littéraire, mais tu sais, comme ce jumelage, comment il se fait, puis aussi, celui-là apporte aussi un nouveau regard sur le thème. Tu sais, les œuvres, une fois qu'elles sont mises côte à côte, c'est une surprise pour les artistes. Ça ouvre des nouvelles pistes de réflexion aussi. Et ça crée cet effet de polyphonie. Exactement. Oui, ça c'est vraiment un des grands moments dans la création de la revue. J'adore travailler les textes avec les auteurs et les autrices, mais je pense qu'un de mes moments préférés, c'est celui où on s'assoit, le comité de rédaction, donc la direction artistique, moi, directrice littéraire, et Dominique Mousseau, qui est notre graphiste, mais qu'on considère vraiment comme une artiste à part entière, parce qu'il suffit de feuilleter la revue pour voir que le travail des graphismes est vraiment un travail d'orfèvre. Et donc, de faire ces alliances-là. Et parfois, c'est vraiment, on arrive chacune avec notre préparation, on a chacune nos idées, mais là, on s'assoit ensemble et d'organiser ça, de placer ça ensemble, c'est vraiment, vraiment excitant. Et en même temps, c'est risqué, c'est du risque. Et on en a c'est très conscient à notre esprit. On a toujours la préoccupation d'être extrêmement respectueuse envers les artistes et les auteurs, les autrices. Et autant il y a des alliances qui, comme je le disais, qui vont aller de soi, autant il y en a où on se dit, oh, est-ce qu'on est en train de faire dire quelque chose à une œuvre qu'on ne veut pas dire, qu'on ne veut pas faire dire? Et ça, c'est vraiment un souci qui est dans notre tête de façon constante. Dans la prochaine revue, il y a une artiste qui a un travail très, très engagé, très, très militant sur l'exploitation du pétrole dans différents endroits du monde. Et on se disait, on ne peut pas mettre ça à côté d'un texte sur le deuil, par exemple, parce que ça va pas concorder ensemble, ça va envoyer, je pense que ça va éclairer d'une mauvaise façon chacune des deux œuvres. Donc c'est vraiment un travail extrêmement sensible et on peut passer plusieurs heures à en débattre. Après, le public, quand il ouvre la revue, ils se disent, bon, c'est peut-être moins frappant, mais pour nous, c'est vraiment une des parties très, très longues dans le processus d'édition de la revue. Et aussi la façon, donc l'ordre dans lequel on va placer les textes. On essaie vraiment d'avoir un souci de cohérence. Quel texte pourrait bien ouvrir l'ensemble de la revue? Donc c'est vraiment... j'ai envie de comparer ça à part du vitrail. C'est vraiment d'essayer d'amalgamer ou de réunir ensemble des objets très sensibles, très particuliers, très distincts, qui apportent un éclairage différent sur un même thème. Donc c'est vraiment passionnant, mais c'est vraiment risqué aussi. Donc même pour nous à l'interne, la revue, on l'a dit tantôt, c'est vraiment un bel espace de prise de risque pour les auteurs, les autrices et les artistes, mais même pour nous aussi qui la composons, il y a toujours cette discussion. Vous êtes la seule revue qui avait cette posture-là, cette direction-là, au plan artistique et littéraire. Alors, parce que les autres revues, il faut le dire, il y a une part d'art visuel très souvent, mais cette part d'art visuel n'est pas présentée du tout de la même manière. La part d'art visuel, disons, je pense à la revue Les Écrits, c'est un dossier. Un dossier, donc, avec une présentation d'un artiste et non pas de plusieurs. Et dans différentes revues comme ça, donc ça crée vraiment une autre dimension. C'est tout aussi intéressant,
Mais là, ici, vraiment, la personnalité, si on pourrait parler de la personnalité de mon revue aussi. Je vais te laisser parler. Si je peux juste ajouter aussi par rapport à ça, dans le prochain numéro qui s'en vient, on avait un auteur avec un texte formidable, mais il n'y avait aucune artiste qui fonctionnait bien en dialogue. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et finalement, on est allé chercher carrément un 6e artiste qu'on a mis dans la revue. Donc parfois, on est aussi sujet à changer nos formules selon ce qui se présente à nous. On essaye vraiment de se mettre au service des projets des autres, vraiment à l'écoute aussi. Puis des fois, bon, ça fait qu'on est un peu serré dans le calendrier, dans les échéanciers, mais ça fait partie du plaisir de la chose. Donc, on voit que ce travail-là de construction, en fait, là, de cette polyphonie-là, vous devez y porter une attention particulière afin de créer un espace qui est cohésif, en fait. Et donc, ça, c'est très important. Donc, on est dans la cohésion et la polyphonie à la fois. Et j'aimerais vous amener, en fait, sur le terrain de quelle est la différence entre l'espace littéraire de la revue, justement, et celui du livre, où là, on a une voix unique. Donc, on a déjà dit que dans l'espace littéraire de la revue, on est dans le défi, le jeu, le renouvellement, l'expérimentation. Et aussi dans cette espèce de tension entre la polyphonie et la cohésion d'une sorte de vision qu'on nous présente. À partir de vos rôles respectifs, est-ce que vous pourriez vraiment nous partager votre vision de cette différence-là entre l'espace littéraire qui est la revue, donc une revue ponctuellement publiée, et l'espace littéraire qui est le livre? En plus, vous êtes 3 autrices qui avez travaillé dans les 2 médiums. Alors, ce qui rend votre intervention d'autant plus intéressante. Ben moi, j'ai souvent fait paraître des textes en revue et qui m'ont servi pour construire un livre. Donc, il y avait une intention. J'avais déjà une intention. Et donc, mon dernier recueil a été construit comme ça. Disons que je ne sais pas si je devrais l'appeler la matrice, je ne dirais pas, mais en tout cas, le cœur du livre a été vraiment publié en revue par des commandes. À un moment donné, on m'avait demandé Estuaire sur le portrait, la thématique du portrait. Et j'ai dit, ah ben là, la thématique du portrait, c'est parfait. Je vais faire une suite qui est liée. Je travaillais sur la mère, la fille et la mère. J'ai fait ce texte-là. J'en ai fait un autre pour une autre revue. Et à partir de ce cœur-là, j'ai pu construire l'ensemble de mon livre comme j'avais envie de le faire. Et c'est ça qui est intéressant. Et aussi, comment ces textes-là, quand ils sont en revue, ont une forme et que cette forme-là va bouger, justement, dans le livre. Ça aussi, il y a du déplacement. Et ça, c'est ce qui est intéressant entre la revue et le livre, c'est ce fameux déplacement qui fait en sorte que, justement, on arrive à constituer ce fameux livre qui va avoir une autre portée, mais qui va faire en sorte quand même que la première publication en revue va être encore chère au cœur. Ça aussi, c'est important. Quand on écrit, tu sais, que ce soit en poésie, en roman, peu importe le genre littéraire, quand on écrit, en tout cas pour moi, l'important, c'est la structure, la ligne directrice, le cadre, c'est super important. Mais on travaille ça de façon individuelle, tout seul. En revue, mettons en comité de lecture, le défi un peu, c'est qu'il y a une espèce de ligne quand même directrice, ou une espèce de fil conducteur qui se tisse entre plusieurs voix, d'où aussi l'intérêt justement d'aller chercher les textes le plus variés possible pour essayer d'embrasser tous les angles, en tout cas avec le matériel qu'on a, avec les textes qu'on reçoit, tous les angles de la thématique, pour en donner une espèce de portrait riche, varié, vaste, mais solide aussi. T'sais, on a eu des fois des discussions pour faire des choix des textes, par exemple, où certains thèmes étaient abordés un peu de la même façon. On avait déjà retenu un texte, un autre parlait de la même chose, on va plutôt aller vers un autre qui allait embrasser un autre angle, un autre aspect du sujet, du thème. Le défi est plutôt là, je pense, pour vraiment créer un numéro qui va être
qui va être riche. C'est souvent qu'on finit nos rencontres, on est comme OK, on a un beau sommet. Il y a quand même le souci de quelque chose de solide qui va se tenir, qui va être intéressant et cohérent. Voilà, mais avec plusieurs voix, c'est un peu ça. Moi, j'ai envie de peut-être parler de deux aspects. Celui de la création. Personnellement, quand j'essaie de travailler sur un livre, je vais aller vers quelque chose que je sais que je maîtrise minimalement. Je vais aller chercher de l'information, je vais faire de la recherche, mais au niveau de la forme, je vais aller quand même vers quelque chose avec lequel je suis plus à l'aise. Alors que quand je soumets en revue, là, je peux me permettre d'aller vraiment où je veux, où j'ai envie d'explorer. En revue, on s'attend à avoir des textes donc plutôt courts, mais incisifs, percutants. Donc, on va aller chercher une force qui est vraiment différente. Et ça m'arrive quand même souvent là, de ne pas être retenue dans les revues où j'envoie des textes. Et j'accueille ça aussi dans ma formation. Je me dis, OK, bon, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pour ces personnes-là aussi, parce qu'on sait que c'est des humains là, qui choisissent les textes. Donc, c'est vraiment pas un gage de qualité ou l'inverse. Donc, il y a cet aspect-là qui m'amène à travailler de façon quand même différente. Après, comme mes collègues l'ont dit, souvent, un texte qui va être en revue va me donner envie de poursuivre. Souvent, je vais être insatisfaite de la façon dont il est achevé, parce que je suis allée vers les formes longues. Donc, je vais vouloir le retravailler, le déplier. C'est ce qui s'est passé pour Les fleurs sauvages, non sauvages que le nom. Tout ça partait d'une nouvelle qui a été publiée en collectif, et j'étais quand même très, très insatisfaite de ce personnage-là que j'avais pas mené au bout. Et donc, il y a ce rapport-là qui est différent au texte, mais il y a aussi le rapport au travail, à la collectivité qui est très différent. Vous le savez, là, on est extrêmement seul. Quand on écrit, bon, évidemment, on est entouré de réviseurs, d'éditeurs, de lecteurs, lectrices, mais ultimement, dans le travail de création, on est seul. Alors qu'en revue, là, c'est un des espaces où on peut être en communauté, on peut rencontrer d'autres gens qui créent, d'autres gens qui travaillent le texte, que ce soit d'un côté ou l'autre de la table. Et ça, c'est vraiment précieux. Bon, les salons du livre, c'est un excellent endroit pour aussi faire communauté. Mais la revue, moi, je pense que c'est fondamental pour se rencontrer. Et là, à chaque moment de la revue dont on parle, j'ai envie de dire que c'est mon préféré, mais un autre de mes moments préférés, c'est les lancements, où on voit les gens qui se côtoient dans les pages se voir et de discuter et avoir lu les textes les uns des autres. Et ça, pour moi, c'est vraiment un moment magnifique. Et donc, la concision des textes et la ponctualité aussi des publications permet une espèce de circulation, des rencontres beaucoup plus vastes que l'espace intérieur seul du livre, qui ça prend vraiment long. Ça permet de suivre le travail des autres aussi. Quand on commence à suivre un petit peu, à lire d'une revue à l'autre, je trouve ça vraiment beau de voir les textes évoluer. Puis aussi, en tant que directrice littéraire, moi, il n'y a rien que je préfère que de voir un texte qu'on a publié être dans un livre par la suite, comme ça a été nommé. Récemment, on a eu la chance d'éditer un poème d'Andréane Prenette-Vallière et moins de 6 mois plus tard, il paraissait dans son recueil et le choc que ça m'a fait de revoir ces mots-là qu'on a travaillé ensemble, mais de les voir dans une autre version, dans un autre cadre, de voir vivre en fait là, tout simplement les textes sous plusieurs formes. Ça, c'est aussi quelque chose, je me sens vraiment privilégiée de pouvoir assister à ça. Oui, tu as parlé du long cours, en fait, de l'écriture, mais je trouve que la publication en revue aussi, ça permet, surtout pour les personnes en début de parcours, de vivre un peu en accéléré pas mal toutes les étapes d'un processus éditorial, de l'envoi à l'attente, bon, est-ce que je ne serai pas retenue, le travail d'édition, l'accompagnement quand même, puis après ça, la publication, le lancement, tout ça, c'est comme ça se passe beaucoup plus vite. Il y a quelque chose de très satisfaisant à faire aussi. Ça permet de s'exercer à l'endurance que demande le milieu littéraire. On a une vocation d'écrivain ou d'écrivain. Et je pense que même pour les nouveaux auteurs et nouvelles autrices, certes, mais je pense que pour tout le monde, ce développement d'une collectivité, d'un réseau, travailler un réseau, c'est vraiment très important. Il n'y a pas juste le web, il y a nous, humains, avant tout. Qui avons à tisser nos liens. Et je pense que la revue est merveilleuse pour ça. Puis effectivement, que ce soit dans un lancement, mais aussi par la lecture, de voir tous les fils conducteurs, les découvertes aussi qu'on en fait, ça nous amène aussi à avoir envie de lire tel auteur qui a publié un texte et qui a des livres, et là on peut aller vers les livres aussi. Alors c'est multiforme, hein, ce que crée une revue, je trouve. Puis c'est intéressant de voir que des fois il y a des auteurs qu'on connaît,
puis qu'on se dit « Ah, mais tiens, mais là, c'est intéressant, dans cette revue-là, il y a un texte, et là, elle va ailleurs, ou il va ailleurs. Et ce ailleurs-là m'intéresse. » Alors, voilà, ça, j'aime beaucoup ça. J'aimerais vous amener, en fait, sur le terrain de justement cette idée de rencontre. J'aimerais que vous nous parliez d'une rencontre avec un texte ou avec une œuvre découverte, que vous avez découvert, un texte découvert ou une œuvre découverte, en revue et qui a été déterminante ou inspirante pour vous dans votre parcours. Bon, Anne-Marie évoquait le texte de Fenêtre Bayard, qui était très intéressant. Donc là, il va falloir trouver un autre exemple, Anne-Marie. Mais je suis convaincue que vous en avez d'autres. Mais j'aimerais que vous amenez sur le terrain de vous en tant que lectrice, éditrice, autrice. Est-ce que vous avez rencontré une œuvre ou un texte dans une revue qui a été vraiment particulièrement inspirant ou déterminant dans votre parcours, dans votre réflexion, dans votre rapport à l'écriture? Je vais commencer avec Anne-Marie parce que je vois son enthousiasme se dessiner sur son visage. Moi, c'est facile parce que tous les textes que je rencontre, en fait, les textes qu'on retient, ce sont tous des textes qui me donnent envie d'écrire. Puis ça, pour moi, c'est tout ce qui importe. Et par exemple, dans ce numéro-là, il y a un texte de Laure Henry. C'est un poème. Et je ne connais pas cette personne-là, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne sais pas dans quel milieu elle œuvre, mais ce poème-là m'a profondément bouleversée. C'est un poème sur le deuil du père de la narratrice, mais bon, j'ai bien l'impression que c'est lié à l'autrice. Et quand il nous l'a envoyé, il était très très long, je ne sais pas si tu te souviens, Valérie, il faisait comme 6 pages pleines. Et l'autrice a eu une énorme humilité, elle a accepté qu'on le retravaille ensemble et en resserrant certains aspects. Moi, en le travaillant, j'étais bouleversée. Ça me bouleversait de travailler cette matière-là parce que je la sentais vive, je la sentais tranchante. Et en tant qu'éditrice, que directrice littéraire, c'était un peu déchirant de demander à retravailler ça parce que je voyais bien que c'était sensible, mais la personne était très ouverte. Et je suis tellement heureuse du résultat que ça donne. Et quand j'y plonge, je ressens cette émotion-là. Et comme je le disais, ça me donne juste envie d'aller à la table à écrire. OK, les revues sont vraiment un lieu de découverte. À chaque numéro, on peut tomber sur un texte ou une œuvre qui va nous transformer pour le mieux. Valérie? Moi, j'ai eu une rencontre fracassante avec un texte d'Annie Lafleur qui était publié dans la revue Les Écrits, qui doit dater d'à peu près 2000. Peut-être 19 ou 20. Le texte s'intitulait Le mille et la flèche, Le mille de la flèche. Je suis lectrice d'Annie Lafleur, c'est une poésie qui me parlait déjà beaucoup. Puis quand je suis tombée sur ce texte-là, ça m'a vraiment happée parce que la forme qu'elle avait, c'était vraiment des gros blocs de poésie, poésie, mais presque de la prose, mais c'était des gros blocs très denses, il y avait une charge là-dedans, c'est pas un geste de point, il y avait vraiment quelque chose comme qui défonce, qui défonce le cadre, qui défonce les murs, puis ça m'a impressionnée, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai gardé longtemps, finalement ce texte-là est paru dans son livre Ségu, si je ne me trompe pas. Je me rappelle déjà, juste en le voyant en revue, j'étais comme, on peut faire ça, moi j'écris pas de la poésie comme ça, j'écris des petits blocs de vers, tout ça, mais j'étais comme, j'ai jamais osé le faire non plus, mais j'ai admiré cette permission, cette exploration qu'elle s'était donnée d'y aller à fond comme ça. C'est quand même imposant quand tu regardes une page de poésie, un gros bloc, puis avec un flot de paroles continu, avec une quantité d'images, toutes plus foudroyantes les unes que les autres. Ça m'avait vraiment marqué, puis j'étais contente, comme toi, quand le livre est sorti finalement, de trouver ça dans le livre. J'étais comme, oh mon Dieu, ce poème que j'avais tant aimé, qui était peut-être légèrement différent, mais pas tant que ça. C'était une rencontre importante. Donc on voit que les revues sont un incubateur d'exploration, d'expérimentation. Puis en même temps, ça peut devenir l'amorce d'une œuvre à venir. Donc on peut, nous, en tant que lecteurs, lectrices des revues littéraires, découvrir des auteurs-autrices qu'on va suivre et qui vont développer toute une œuvre et qui s'enrichira aussi. Et ça devient souvent un premier pas vers une œuvre qui s'en vient. Et donc, il y a quelque chose là dans l'amorce qui est très stimulant, en fait, à la fois pour les auteurs-autrices, mais pour les lecteurs-lectrices des revues. Diane, est-ce que une œuvre d'art? Non, mais j'avoue que là, ma tête est un petit peu guimauve là-dessus. Ce que je dirais par rapport à, si tu veux me passer la revue, le texte ici de Stéphanie Roussel,
m'a étonnée, en fait. Vraiment étonnée parce que je l'avais entendu, lu dans... Ah non, mais Diane, c'est pas la même Stéphanie. C'est une autre Stéphanie. Oh, c'est pas la même! C'est pas de Estuaire. On a découvert ça récemment. On l'a découvert récemement dans un lancement d'Estuaire où j'ai été chaleureusement félicitée pour ce texte. C'est pas elle, hein? C'est une autre. Parce que je doutais, je me disais, non, mais c'est donc drôle, ça y ressemble pas. On s'est dit la même chose. Mais j'ai beaucoup aimé ce texte-là, tu sais, qui est en couverture ici. Je trouvais qu'il y avait tout un travail de langage qui était vraiment très riche. Et là, je vous avoue que, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir tellement lu de textes que là, j'ai un blanc sur qu'est-ce que serait mon focal. Mais ce qu'il faut savoir sur le texte dont Diane parle, c'est que c'est une fable, mais dans le code de la fable. Et nous, on était très excités de recevoir une fable au savoir et on s'est dit, moi, je me suis dit, c'est quoi les chances que je puisse éditer une fable dans ma vie? Et honnêtement, elle est très bonne, elle est très bien ficelée. Elle est extrêmement bien ficelée, ça. C'est très surprenant. Ouais. Et c'est là que l'hybridité est intéressante entre la forme de la fable, le conte et le poème. Et ça permet de dire, ah oui, mais justement, le poème n'est pas que le poème. Le poème a plusieurs dimensions, comme quand tu parles d'Annie Lafleur avec ses blocs de prose. Ben oui, tu sais, on est dans le poème, mais on est aussi dans d'autres choses. Ouais, voilà. J'aimerais vous demander, à la lumière de toutes ces magnifiques réflexions que nous avons autour de la revue littéraire, quel est le... Comment pourrais-je formuler ma question? En fait, pour chacune d'entre vous, quelle est l'importance de la revue littéraire? C'est une question toute simple, mais dans l'écosystème, mais à première vue comme ça, qu'est-ce qui serait pour vous l'aspect fondamental si on retire toutes les revues littéraires de l'écosystème? Que va-t-il se passer? Donc, quelle est l'importance de la revue littéraire dans l'écosystème, oui, de la littérature québécoise, mais dans notre rapport à l'écriture, dans la communauté, tous ces enjeux qu'on a soulevés aujourd'hui? Est-ce que je peux y aller? Oui. Il y a deux trucs qui me viennent en tête. Moi, je travaille beaucoup avec des auteurs en début de parcours, soit dans le cadre de programmes de mentorat ou dans l'édition de poètes qui vont publier leur premier livre. Puis la revue, j'en parle vraiment beaucoup à ces personnes-là comme d'un lieu, on a parlé tantôt, d'un premier lieu de publication, d'un lieu de thésauriste, tout ça. Donc d'une part, ça c'est super important. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va faire ses premières armes dans le milieu littéraire par les revues, mais c'est quand même un chemin assez emprunté. Donc ça d'une part, puis aussi, l'importance, c'est vraiment, c'était, tu sais, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est vraiment, en parlant des arts visuels, tu disais, ça fait tellement 2018, c'est quand même témoin de son époque au moment. Puis, je vous raconte rapidement une anecdote. Je travaille en bibliothèque à la Maison de la littérature. On a reçu à un moment donné une énorme boîte de dons. C'était des revues littéraires. C'était quelqu'un qui se départissait de sa bibliothèque. Et c'était des revues des années 60, 70. Les tout premiers numéros d'Histoire, La Barre du jour, les revues des Herbes rouges. Et bon, pour moi, c'était comme une mine d'or. J'étais comme, waouh, j'aurais pas pu tomber sur plus belle boîte. Et puis on avait comme mandat d'entrer un fichier Excel avec les dates, des informations. Puis ce qui m'a frappé, c'est de voir d'un côté des noms qu'on connaît encore aujourd'hui, des auteurs, des autrices, des poètes qui ont perduré dans le temps, mais de voir aussi tellement de noms, et là je le dis, mais beaucoup de noms de poètes femmes qui revenaient de revue en revue de cette époque-là, mais dont on a complètement oublié le nom aujourd'hui, qui n'ont pas continué à publier ou qui ne se sont pas inscrits dans la grande histoire littéraire. Mais c'est ça m'a frappé de voir à quel point ces revues-là étaient témoins privilégiés de leur époque, qui est actif, qui écrit en ce moment et on écrit sur quoi. Fait que ça, je pense que c'est voilà, pour ce type de revue comme le savoir, en tout cas, c'est vraiment un témoin privilégié des préoccupations. Des chercheuses aussi. Oui, vraiment. Non, je voulais juste dire, la semaine dernière, c'était le lancement de la revue Lettres québécoise à Montréal, pour son 50e anniversaire et son numéro 200. Et il y a eu, c'est pour ça que je regarde mes notes parce que je ne suis pas bonne pour me rappeler des noms, il y a Thomas Genin-Brien, qui est coordonnateur des services aux membres de l'AIQ, est arrivé et qui a dit
Moi, je vois un parallèle entre les revues et les librairies. Et je me suis dit, ah tiens, c'est donc bien intéressant parce que c'est un endroit où on feuillette, dans une librairie, on feuillette. Et ce rapport-là, donc, de découvrir par un condensé, donc par la revue, qui est un condensé, c'est ça qui est vraiment absolument extraordinaire. Et cette librairie, on arrive à faire ces fameuses découvertes. Et j'ai beaucoup aimé cette image-là. Voilà, je voulais juste le mentionner. Anne-Marie? Ben, je reviens encore avec la même idée, mais pour moi, l'idée de communauté était extrêmement importante en revue, tant les communautés qui font les revues que les communautés qui écrivent, qui publient dans la revue. Ce lieu de rencontre, comme on le dit, en lecture, mais aussi en personne, avec d'autres voix créatives, créatrices, c'est palpitant. Puis, un autre aspect dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui me semble très important en revue aussi, c'est que c'est un des derniers modèles de littérature par abonnement qui subsiste. Et donc, la revue, c'est un lieu de prise de risque, à la fois pour les auteurs et les autrices, mais à la fois pour le public qui ne sait pas ce qui va arriver dans sa boîte postale. Et je salue l'audace des gens qui acceptent encore de se prêter aveuglément à la lecture. Je pense que c'est rare. On est habitué de faire des recherches sur ce qu'on va lire, sur ce qu'on va consommer, voir est-ce que ça me convient. Il y a tellement un large panorama. Mais puis les livres ne font plus ça. Avant, il y avait des systèmes de livres d'abonnement, donc peut-être Atelier 10 qui le fait encore, mais c'est très, 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 très rare. Et donc, d'accepter de se prêter à ce jeu-là, je pense que les revues littéraires permettent ça au public, et le public permet ça aussi, évidemment, à la traduction. Et je trouve ça juste vraiment très beau ce que tu viens de dire. J'avais même pas, on dirait que j'avais jamais pensé à ça, puis on dirait que quand je vais recevoir une revue, peut-être pas que ça va parce que je le sais, mais c'est vrai que c'est une surprise à chaque fois qu'on découvre, tu sais, quel coup de cœur je vais avoir. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, je voulais juste dire une note, c'est le lieu où la littérature se fait. Je cite Georges-André Vachon, mais c'est vrai que c'est le lieu où la littérature se fait, c'est là où on la découvre et tout ça. C'est pour ça l'important, justement, quand on s'abonne, de faire nos propres découvertes. Puis, attends, je vais dire une autre affaire. Je vous vois vous presser. Non, mais enfin, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Pas grave. Je voulais revenir sur ce que j'avais dit quand elle parlait justement de l'actualité de ce qui se fait à une telle époque et tout ça. Donc, il n'y a rien de plus actuel que la revue. En même temps, on est dans l'univers de la découverte, l'univers de la boîte à surprise. Comment ne pas aimer les revues littéraires? Ah, c'est ça que je voulais dire. C'est que, bon, le Sabord ne le fait pas, mais il y a plusieurs revues qui le font. Et c'est la notion de résidence. Donc, ils vont inviter... Oui, le Sabord fait des résidences. On fait des résidences en ligne. En ligne, oui, c'est vrai. C'est ça. Numérique. On veut les faire dialoguer avec la revue dans la section tu as raison. C'est pas le même principe. C'est pas le même principe. Ouais. Mais je trouve ça assez intéressant. Donc, moi, je viens de recevoir la semaine dernière la revue Les Écrits. Et puis, c'est le deuxième texte de Nicole Brossard. Là, après, elle va faire son dernier, puis là, on va passer à quelqu'un d'autre. Et ça, ce mouvement-là, de dire, on permet, donc on ouvre, on donne une carte blanche à un auteur, c'est vraiment assez fabuleux. Donc, il y a différentes dimensions à une revue, des dimensions absolument riches. Puis on parlait de coup de cœur. Moi, j'aimerais, pour clore cette magnifique discussion, qu'on partage mon coup de cœur dans le dernier numéro du Sabord, qui est le texte de Diane Régimbald. Alors, Diane Régimbald, est-ce que vous pourriez nous faire le bonheur de nous lire quelques lignes de votre texte dans votre micro? Oui. Alors, ça s'appelle Traversée d'une œuvre. C'est un projet. Donc, je travaille et c'est la 3e publication. Le titre, Ils reviendront. Tous tes morts reviendront sur terre. Ils sillonneront leurs terres anciennes jusqu'à rompre le ciel de ces nuages enfantins. Et la puissance du mépris rompra avec les rumeurs d'espoir.
brisera le désir de se retrouver dans la légèreté d'une robe sans fin, dans la brise du vent. Merci beaucoup, Diane Régébard. Alors, vous voyez toute la beauté que l'on peut découvrir dans la revue. J'espère que cette discussion vous a intéressé, vous aura donné le goût de l'audace. On a parlé de l'audace de s'abonner à une revue littéraire, n'importe laquelle, elles sont toutes extraordinaires. J'aimerais remercier nos superbes panélistes qui nous ont donc présenté leurs idées avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'espère que cette discussion vous aura donc ouvert un peu à tous les possibles que nous propose la revue aujourd'hui. Donc, je vous remercie très chaleureusement. Merci à toi. Merci et merci à toi, Evelyne.